Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de la guerre de 6 jours. Elle a duré du 5 au 10 juin 1967. Premièrement, qui en fait partie? D'un bord, nous avons l'Israël et de l'autre, nous retrouvons la Syrie, l'Égypte, le Liban, la Jordanie et l'Irak. Le Liban et l'Irak n'étaient pas directement participants de la guerre. Leur position était plus comme support pour l'Égypte et pour les réfugiés arabes suite à la guerre. Les lieux de la guerre. Voici une carte qui nous montre l'emplacement du combat. On peut voir que l'Israël va envoyer majoritairement des missiles en Égypte, mais aussi en Syrie et en Jordanie. De plus, les combats les plus rudes ont été en Syrie et au nord-est de l'Égypte. Aussi, la guerre a profondément redessiné les frontières des régions affectées, qui comportent le Sinaï, la bande de Gaza, la Cisjordanie, Jérusalem-Est et le plateau du Golan. Pour vous donner un peu de contexte sur la guerre, nous allons vous parler un peu du passé. L'atmosphère a été en conflit entre le monde arabe et les Israéliens depuis le début du 20e siècle, dû à l'autorité sur le territoire. Le territoire israélo-palestinien est un territoire ancestral juif et historiquement d'appartenance arabe, ce qui laisse la chance à plusieurs conflits de prendre place. Par exemple, la guerre civile en Palestine de 1947 à 1948, qui est un des premiers grands affrontements entre l'Israël et la Palestine. Ils n'ont pas pu discuter et en arriver à une résolution par eux-mêmes. L'autorité des forces britanniques a dû venir s'occuper du conflit pour y mettre fin. Cette guerre a laissé autour de 4000 personnes sans vie, comparé aux 20 000 de la guerre de 6 jours. Ce que ceci signifie pour le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient est arabe, nécessairement du côté de la Palestine et contre le judaïsme. L'Égypte, tant qu'à elle, est de base en relation froide avec Israël, étant donné sa religion, et l'Israël est un État puissant, mais seul dans le Moyen-Orient comme État juif. Des tensions sont donc fréquentes. Les causes et les origines de la guerre. Le détroit du Tiran-Est est l'unique passage qui relie la mer Rouge au golfe d'Aqaba, qui est la seule route maritime pour un commerce extérieur pour l'Israël. Fait que c'est vraiment un golfe important, un détroit important pour l'Israël. Aussi, le blocage du détroit du Tiran, l'Égypte bloque le détroit important pour l'Israël et concentre ses troupes à la frontière. Et Nasser, le président égyptien, désirait mettre de la pression sur l'Israël pour renforcer son rôle et réputation comme leader arabe. En réponse, l'Israël va lancer une attaque détruisant l'aviation égyptienne. Ce blocus est considéré comme un acte de guerre car il empêchait le passage des navires israéliens pour leur approvisionnement en pétrole. Pourquoi l'Égypte a-t-il bloqué le détroit à l'Israël? Les raisons politiques sont que Nasser souhaitait affirmer son engagement envers la cause arabe et rallier les autres pays du Moyen-Orient en résistance à l'État juif. Un groupe de révolutionnaires israéliens y ont aussi posé un risque sur l'Égypte, selon lui. Les raisons territoriales. La situation du territoire était tendue. L'Israël a renforcé son militaire sur les frontières, tension avec la Syrie et Jordanie aussi. L'Égypte bloque aussi le détroit comme réponse aux hostilités. Les raisons économiques sont que le détroit est la principale voie d'accès à l'Israël pour ses importations de pétrole et l'Égypte cherchait à perturber l'économie israélienne et affaiblir sa position stratégique. Le déroulement. Les alliés dans la guerre. Lors de la guerre, la Jordanie va défendre dû à son pacte de défense avec l'Égypte. Elle va aussi lancer quelques attaques pour tenter de ralentir les forces armées israéliennes. La Syrie, tant qu'à elle, va prioriser l'offensive et va faire plusieurs bombardements de positions israéliennes dans le nord lors du 5e jour de combat. Le déroulement du conflit du 5 juin au 10 juin 1967. Donc, nous allons maintenant parler du déroulement de la guerre. Le 5 juin, l'Israël décide de lancer l'opération Focus, une attaque préventive envers l'Égypte puisque l'Israël affirme que le blocus égyptien n'est pas acceptable via leur droit international. Lors de la première journée du combat, la quasi-totalité de l'aviation égyptienne est détruite. L'Israël va demander à la Jordanie de rester neutre, mais celle-ci lance une attaque la journée même. L'Israël contre-attaque, ce qui va rendre la guerre officielle. Le 7 juin, c'est la prise de Jérusalem-Est par les Israéliens. Ils vont connaître une autre victoire le 8 juin en Cisjordanie. Le 9 juin, l'armée israélienne va lancer une autre offensive sur le plateau du Golan
Cette offensive va être réussie et la guerre prend finalement fin le 10 juin. Le premier cessez-le-feu est israélo-jordanien et prend place le soir du 7 juin. Peu après, un deuxième cessez-le-feu est mis en place avec l'Égypte. Après 6 jours de combat, un cessez-le-feu est finalement adopté avec la Syrie et la guerre est officiellement finie. L'implication de la Syrie va s'en tenir à des bombardements sur leurs frontières partagées avec l'Israël. Je vais maintenant parler de l'après-guerre, de la guerre de 6 jours. Donc, premièrement, j'aimerais commencer par comparer l'armée israélienne qui s'appelle le Tzahal. C'est une organisation spécifique comparée à l'armée égyptienne qui s'appelle juste l'armée de défense égyptienne et on peut voir le logo en bas ici qui est une étoile. Selon notre source qu'on avait trouvée, c'est la 10e au rang mondial et l'armée égyptienne est la 11e. C'est quand même une différence proche et c'est pourquoi on était surpris que l'armée israélienne a gagné tellement overwhelmingly contre l'armée égyptienne, vu qu'ils sont proches en rang. Et aussi, il faudrait ajouter que l'armée égyptienne a presque 3 fois le nombre de soldats qui se battent que l'armée israélienne. Et l'armée israélienne consacre 5% de son PIB aux dépenses militaires et l'armée égyptienne consacre 3,1% du PIB consacré. Donc on peut voir qu'avec une différence petite de PIB comme ça, il y a une grosse différence comment la guerre s'est terminée. Donc la guerre s'est finie après les 6 jours, donc 132 heures de combat. Il y a eu 20 000 Arabes décédés, comparé à seulement 800 Israéliens décédés, ce qui est une grosse différence, surtout quand on compte que Israël était contre 5 pays et ils ont quand même perdu moins d'1 millier de civils. 45 000 personnes totales ont été blessées et plus de 6 000 capturées. Donc on peut voir que c'est environ 70 000 personnes qui ont été affectées en seulement 6 jours, ce qui est vraiment beaucoup pour une guerre qui a justement duré pour tellement pas beaucoup de temps. Donc évidemment, les Arabes étaient vraiment choqués de leur défaite massive, puisqu'ils étaient seulement contre un petit État qui était l'Israël. C'est un État petit, ils ne pensaient pas qu'il serait aussi puissant que ça, mais il les a battus facilement. Et le président égyptien Nasser, qui a commandé les attaques durant ce temps, a résigné de sa position en honte. Par contre, il est revenu plus tard au bureau à cause du support de son pays, car il trouvait qu'il avait quand même fait un bel effort pour gagner et ils ont admiré sa détermination. Et le territoire israélien a quadruplé en superficie, puisqu'il a gagné les territoires arabes qu'il a gagnés. Donc, les conséquences de la guerre pour l'Israël, puisque on peut juger plus le gagnant, parce qu'il a conquis les 4 territoires arabes, il est devenu la force militaire la plus puissante de sa région. Ce qui est intéressant, parce que c'est un des États les plus petits dans le Moyen-Orient. C'est le seul État juif, mais il est quand même un des plus puissants. Et il a gagné l'autorité sur la ville de Jérusalem. C'est une ville importante parce que, selon la religion, comme juif, c'est où est-ce que Jésus est né. Et ça l'appartenait avant la Cisjordanie. Donc c'était un grand mérite pour l'Israël de l'avoir gagné et de finalement avoir l'autorité dessus. Maintenant, les conséquences pour la guerre du Moyen-Orient, des pays affectés, donc surtout la Syrie, la Jordanie et l'Égypte, évidemment. Ils ont perdu les territoires de Sinaï, Gaza, Cisjordanie, Jérusalem-Est et Golan, puisque l'Israël les a gagnés. Ils ont eu de l'humiliation, puisque encore l'Israël est petit et personne ne pensait qu'il allait être aussi puissant. Et aussi, des millions de réfugiés palestiniens, arabes, mais surtout de Palestine, sont placés sous l'autorité d'Israël, vu que Palestine était de base quand même pas un pays. Les Palestiniens qui résidaient à Gaza ou Jérusalem sont maintenant considérés israéliens et ils sont pas contents de ça parce qu'ils voulaient avoir leur propre pays, mais ça n'a pas fonctionné, surtout après cette guerre-là. C'était encore moins dans les plans qu'ils aient leur propre pays. Donc, il y a eu quelques interventions internationales, surtout après la guerre, puisque justement, ça a duré 6 jours et les Nations Unies n'ont pas vraiment eu le temps d'intervenir avant ça. Mais les Nations Unies, ONU, ont fait la résolution 242. Et dans le fond, ça demande à Israël le retrait des territoires capturés en échange de la paix commune avec les autres États. Israël a dit non, mais vu que les États arabes ont commencé à plus respecter l'Israël et voir sa puissance, ils n'ont pas vraiment osé leur redemander de redonner les territoires parce que la réponse serait aussi non. Et l'ONU a aussi fait plusieurs cas réfugiés dans les pays arabes, genre l'Irak, la Jordanie, la Syrie et les pays autour. Ils ont fait des cas réfugiés pour les Palestiniens qui n'avaient plus vraiment de maison ou qui voulaient juste plus rester en Israël après la guerre. Et la Croix-Rouge internationale, qui est une organisation qui offre des soins médicaux après les guerres,
ont donné des soins médicaux aux blessés et ont secouru la population civile et distribué des vivres pour ceux qui avaient, par exemple, perdu leur maison après la guerre vu qu'elle était vraiment destructive. Maintenant, la situation présente entre le Moyen-Orient et l'Israël. Je vais plus parler de la relation entre l'Égypte et l'Israël, puisque la relation entre l'Israël et la Syrie et la Jordanie sont plutôt neutres aujourd'hui, parce que les deux sont du côté de l'Égypte. Et l'Égypte, c'est un peu compliqué. Mais l'Égypte et l'Israël ont signé un traité de paix en 1979 qui s'appelle Camp David. Et on peut voir sur la photo, ça c'est à Washington, D.C., le premier ministre israélien et le président égyptien qui avaient une entente quelques mois plus tôt. Et cette entente a été supervisée par le président des États-Unis. Donc c'est pourquoi ça a été fait à Washington. Et les deux États sont maintenant des partenaires stratégiques, mais les civils jugent la paix comme douteuse parce que ça reste toujours les débats de religion, un État juif et un État arabe. On ne sait pas si la paix va vraiment durer. Et cette carte ici, ça montre juste le Moyen-Orient au cours des années. On peut voir que la guerre du séjour était très destructive comparée aux autres, vu qu'il y a toujours des guerres entre le Moyen-Orient et l'Israël, mais c'est cette guerre-là qu'on trouve qui a vraiment fait le plus de dommages. Et on peut voir un quartier Jérusalem en 1967, à quel point c'était destructif. Et ça, c'est juste un petit quartier, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Donc, en conclusion, on peut tirer de ce conflit que, c'est sûr que la guerre, c'est jamais la solution. Il y avait plusieurs façons que l'Israël et l'Égypte auraient pu faire une entente sur le détroit de Tiran, justement pour pas finir à le fermer. Et aussi que c'est intéressant de voir que l'Israël est le seul État juif au monde, mais surtout dans le Moyen-Orient qui est arabe. Et c'est un État qui a gagné une victoire vraiment accablante sur les autres États. C'est ça, c'est un petit État et maintenant il est vraiment reconnu mondialement comme un État puissant, justement 10e au rang mondial. Quand c'est un État petit comme ça, c'est vraiment impressionnant. Et c'est ça. Mais il y avait beaucoup de façons que cette guerre aurait pu être comme elle aurait pas pu arriver. C'est sûr que les interventions internationales, il aurait dû en avoir plus, comme la guerre, justement, en 6 jours, a tué environ 21 000 personnes et l'ONU n'est pas arrivée avant la fin, avant que l'Israël ait pris le plateau de Golan, parce qu'il jugeait que c'était pas comme un gros problème, mais clairement ça l'était. Donc c'est ça que l'ONU aurait dû agir directement au début, avant que ça dégénère. Puis c'est ça que je pense qu'on peut tirer du conflit. Donc les pistes d'action qui auraient pu se produire, selon nous, pour pas que le conflit arrive. À la place d'opter pour une attaque, l'Israël aurait pu tenter d'utiliser la diplomatie avec l'Égypte via leur blocus pour trouver une entente sécuritaire entre les deux pays avant d'immédiatement lancer une attaque préventive qui a déclenché la guerre. Donc, les points positifs, les avantages de celui-là, c'est que l'Israël et l'Égypte n'auraient pas pu commencer la guerre directement vu que des diplomates auraient pu se parler et trouver une solution entre eux, ce qui est beaucoup meilleur que de juste commencer une guerre. L'inconvénient, par contre, c'est que c'est difficile de trouver un point d'entente entre ces deux-là, vu que c'est toujours des débats de religion, mais l'Israël est juif, puis l'Égypte est arabe. Et aussi, le gouvernement d'Israël est toujours vraiment extrémiste, donc vraiment contre les Arabes. Donc c'est ça, le seul inconvénient, ça aurait été difficile de trouver une solution, en fond. Et la piste d'action 2, c'est que, premièrement, le Conseil de sécurité de l'ONU aurait dû intervenir pour assister lors des négociations pour éviter le conflit, parce qu'on trouve il l'a pas fait. Il l'a fait avant la guerre, quand le travail du Conseil de sécurité, c'est d'intervenir avant que ça dégénère, justement. Donc, il aurait dû faire son travail et raisonner avec l'Égypte pour lui rappeler l'importance du détroit pour l'Israël et du fait que ce n'est pas acceptable via le droit international de le bloquer comme ça. Donc, c'est sûr que l'avantage de celui-là, c'est que les deux États n'auraient pas commencé une guerre, puis que l'ONU les aurait interdit de faire ça. Le seul inconvénient, par contre, c'est que l'ONU, le Conseil de sécurité aurait pu être biaisé, comme que tout le monde est pas mal, un peu contre le Moyen-Orient, et que, par exemple, les États-Unis sont vraiment du côté de l'Israël, ils les ont littéralement aidés durant la guerre. Et l'Israël a beaucoup de... Non. Les États-Unis ont beaucoup d'opinions, sont très importants au Conseil de sécurité. Donc, si le Conseil de sécurité avait intervenu directement, ça aurait pu être un peu biaisé vers l'Israël contre l'Égypte. Mais c'est
c'est ça les inconvénients pour celui-là. Donc, c'est la fin de la présentation. Merci de nous avoir écoutés.